Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité. Racaille, la 90e, avec Jean. Toujours à l'instruction publique et artistique en même temps. Et puis, je suis dans le studio, je vérifie si tout fonctionne. Jean a l'air fichtrement inquiet, mais je vais tout de suite lui mettre sa petite lumière verte parce que il semble actuellement un peu déprimé. Ça y est. Ça y est. Non, mais vous savez, c'est notre technicienne, seconde technicienne préférée n'étant pas là, je suis donc aux manettes. Et attention aux grands blancs et aux petits noirs. Non, puis en plus c'est particulier parce que là, il faut que le feu vert passe au rouge pour qu'on puisse avancer. Eh oui. Ah oui, c'est l'inverse. C'est l'inverse, on est anarchiste ou pas. Il faut savoir choisir dans la vie. Salut et fraternité à tous. Oui, écoute, je dis la même chose. Je voudrais tout de suite faire un coucou à notre camarade Maïté qui est toujours en train de se soigner, en espérant que ça va fonctionner, son espèce de traitement bidon. Non, Maïté, écoute, tu sais bien que je plaisante, que je suis qu'un vieux goujat. Bon, tout de suite, on va envoyer une seconde. Oui, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'art et la liberté. Et pour illustrer ça, ce thème, on va envoyer Serge Reggiani, Ma Liberté, la chanson Ma Liberté de Moustaki, mais personne ne ça commence à dater un petit peu. Ouais, ça vous la rappellera comme ça. Ouais, et puis personne. Bon, pas d'inquiétude, là, je sais pas ce qui se passe, il y a un truc qui fonctionne pas bien, parce que je me suis planté une fois de plus. C'est parti.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicitaire, 94e, avec Jean à l'instruction publique et plus particulièrement à l'histoire de l'art. Et puis Roro aux manettes, qui continue à bugger tant qu'il peut. Malgré une bonne volonté, vous savez, vous pouvez pas vous imaginer la bonne volonté que je mets dans tout ça. Il a une bonne volonté, mais il a aussi un gros potentiel quand même. C'est ce qu'on m'a toujours dit, dommage que je l'ai jamais exploité. Bon. Tu sais ce que disait De Gaulle à propos du Brésil. Ah oui, d'accord. Ouais. Le Brésil est le pays de l'avenir. Et il le restera très longtemps. Ouais. Eh bien, mon Jean, alors... Toi, t'es le technicien de l'avenir. Bien. On va passer donc vraiment, on va rentrer dans le vif des choses. Par quoi? Eh ben, c'est toi qui commences. Ah, toujours. J'aime bien que ce soit toi qui commence. Je crois que tu nous as, bien. Tu nous as préparé une ode à, on va pas dire à l'amitié, mais quelque chose comme ça. Une ode à Mohamed, par ces temps où on nous gave avec les Arabes mis à toutes les, déclinés à toutes les, enfin bref, où on leur tape dessus à tire-larigot avec les histoires d'islamistes, de prières dans la rue, de voiles, etc., etc. On semble oublier que c'est pas la grande majorité de nos contemporains, c'est toujours des petites minorités. Enfin, une minorité, c'est déjà petit, mais là, c'est encore plus petit qu'une minorité, qui fait chier. Alors bon, je me souviens de Mohamed, c'était à Barbès un soir, dans les années 60, je me souviens pas très bien, 59, 60. La guerre de l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie, qui dure depuis 4-5 ans. Je suis avec Momo dans un petit rat d'un resto arabe. Mon premier couscous, sans bidoche, façon prolo. En dessert, une banane. Comme boisson, du thé. Et puis une musique de chez lui. J'aime ces sons bizarres. Ma première fois. Vous savez, comme quand on est puceau, quoi. On a tous une première fois pour différentes aventures. Depuis, il s'en est passé pas mal des choses. Pas loin de la maison de mes parents, Mohamed crèche dans une petite baraque. Un cabanon de concierge. Il bosse en usine. Où? Pourquoi faire? Un mystère. Il nous accueille dans son logis pour une bouffe entre copains. Mes copains. L'âge où l'on cherche encore une cabane. Vous savez, il y a eu la période vraiment des cabanes, et puis on continue à en chercher jusqu'à temps qu'on trouve une petite nana avec qui on va s'installer. Alors Momo est là, il préside la table au menu, pas de cochon. Nous avons compris que cette bouffe franchouillarde n'était pas au menu de notre copain hôte. Quelle belle soirée dans la hutte de Momo. Puis un jour, les keufs se sont pointés. J'étais pas loin, dans le jardin de mes parents, l'heure de l'apéritif pour les adultes. Un invité, un lieutenant de réserve en uniforme, 1m90 et quelques, tout près des 2 mètres, rouquin comme l'enfer. Il se lève quand, à travers la grille du portail, il voit les argousins plaquer Momo au mur de sa piole, une Mat 49 dans les reins. La Mat 49, c'est une mitraillette qui était chère à l'armée française à ces époques. La hauteur du bidas, ses ficelles, ses questions. Les chiens de garde de la République coloniale rentrent à la niche la queue basse. Momo, libéré, nous rejoint. Ce soir-là, j'ai senti qu'il n'était plus là. Le lendemain, il a disparu pour toujours de ma vie. Mon premier drame de l'amitié. Je vous la fais courte. Il y a tant de choses à raconter. Je dois à ce grand camarade, un frère aîné que je n'ai pas, une rencontre merveilleuse. Une sorte de troisième type. La musique kabyle, les petits rats de Barbès, les couscous aux légumes, le thé. Depuis, faut pas déconner sur les Arabes. Ça me blesse. Grave. Il y a Momo qui se ramène avec son beau sourire. Ses yeux clairs, sans malice. Un regard d'espoir. Où que tu sois, mon camarluche, je suis près de toi. Tu as fait la trace
que je suis depuis 50 ans. Merci. Voilà mes potes, c'était un petit coucou à mon Momo bien-aimé, à toi Jean. Qui a bien fait de se barrer, si tu veux, mon avis, il est parti juste à temps. Alors, toi, t'as perdu un ami, mais lui, il est peut-être toujours en vie Ouais. aujourd'hui grâce à ça, hein, parce qu'on aura une pensée très fraternelle pour les dizaines d'Algériens. Une petite piqûre de rappel, hein, massacrés à coups de crosse et noyés dans la Seine. Hein. Ouais. C'était le 17 octobre 1961. Ouais. Et se rappeler le métro Charonne aussi. Sans doute un peu après que Momo soit parti. Alors ils avaient été appelés par le FLN à manifester pacifiquement contre le couvre-feu décrété 2 semaines auparavant, hein, par le préfet de police de Paris. J'ai nommé un certain Papon. Ouais, c'était bien lui, Maurice Ouais. Papon. Sale con. Voilà, 50 ans après, on espère pour les assassins qui sont encore en vie qu'ils courent des jours pas si tranquilles que ça et qu'ils soient rattrapés par quelques fantômes. Hein. Ouais. Voilà, alors tout le week-end de grands spécialistes du nucléaire, hein, n'ayant bien sûr aucune relation de quelque sorte que ce soit avec les groupes industriels fournisseurs de cette énergie, hein, se sont relayés sur les antennes pour nous rassurer et nous affirmer qu'un scénario de type Tchernobyl était absolument exclu à Fukushima. Bah voyons. Les explosions au niveau des réacteurs numéro 1 et numéro 3 de la centrale sont provoquées par une accumulation d'hydrogène et n'auraient aucune conséquence sur le cœur des réacteurs. Elles n'ont d'ailleurs endommagé que l'enveloppe les abritant. De plus, malgré la panne du système de refroidissement du réacteur numéro 2, la possibilité d'une importante fuite radioactive est faible, bien que le toit du bâtiment ait été soufflé. Là, vous aurez noté la figure de style. Hein. La possibilité d'une importance est faible. Pas mal. Ah oui, non. J'ai pas mal apprécié ça. Alors, pour ce qui est de l'ex-bloc soviétique, hein, cette nuit, c'est le réacteur numéro 4, hein, dont l'enveloppe a explosé, hein, pour ceux qui n'ont pas appris les infos ce matin. Pour ce qui est de l'ex-bloc soviétique, hein, les niveaux de radioactivité enregistrés dans l'est du pays, tu vois, qui est proche de l'archipel nippon, hein, sont conformes à la norme, parfaitement conformes à la norme. Il n'y a donc aucune raison d'évacuer les habitants selon les autorités. On sait ce que autorité veut dire dans le domaine du nucléaire en particulier. Oui, surtout quand on se souvient des autorités nucléaires françaises quand il y a eu Tchernobyl qui disaient non, le nuage s'est arrêté à la frontière. Oui, les Russes ont inventé la conformité, les Français le nuage intelligent. C'était le nuage intelligent qui s'arrête pile. Ouais. Oh, Jean. Voilà, dormez citoyens, le grand capital veille sur vous, tu vois, surtout en Russie. Hein. Mais bon, puisque cette émission est dédiée aux plasticiennes et aux plasticiens, enfin surtout aux plasticiennes, hein, il faut bien l'avouer. Oui, on vous adore les plasticiennes. Les plasticiens, on les conchit, mais les plasticiennes, oh là là. Voilà, Arakaï vous offre en ce mardi matin un peu pluvieux une jolie métaphore. Imaginez que le cœur de chaque réacteur soit une lithographie numérotée et signée de Picasso, reproduite à très peu d'exemplaires. Le cheval blessé, tu vois, ou la tresse de maillot de Guernica, hein, par exemple. Hein, pour ne prendre que ces deux exemples. Voilà. Bon. Eh bien, seule la feuille de cellophane qui la protège a été endommagée lors de ce léger incident. Tu vois? Oui, tu comprends ma métaphore. Soyez parfaitement tranquille, nous allons juste remplacer la feuille de cellophane. Voilà, mes chers concitoyens, pourquoi mettre en doute les affirmations des autorités qui ne vous ont jamais menti pour tout ce qui touche à l'énergie nucléaire? Voilà. Alors, une question très technique, Robert. Oui. Combien de temps faut-il pour refroidir les fûts d'un réacteur nucléaire? 3 siècles. Alors, il faut un certain temps. Ah oui, d'accord. Eh oui, c'est à peu près du même niveau. Hein. Et qui a dit? Les risques nucléaires, on s'en fout, ce qui compte, c'est la croissance. Je serai le président du mouroir d'achat. Ah bah ça, c'est pas le petit ventilateur? Eh ben non, c'est raté. C'était bien essayé, mais c'était Charles de Gaulle. Oh merde. Qui désirait, enfin je traduis, hein. Il n'a pas dit exactement ça, qui désirait assurer l'indépendance énergétique de la France, tu vois. Ouais. Un grand pif, hein, mais il ne voyait pas beaucoup au-delà. Enfin, je parle pas je parle pas du de Gaulle de la résistance, hein. Je parle du donc chef c'est le grand d'État. moulin à vent. Du soi-disant chef d'État. Hein, le grand sûr. moulin à vent et le petit ventilateur. Même combat. Voilà, et puis plus léger, hein, un sondage Ipsos rendu public dimanche
a eu moins d'écho, ou beaucoup moins d'écho même, que ceux qui plaçaient la candidate du Front National devant les candidats du PS et de l'UMP. Hein. Selon les résultats, Nicolas Sarkozy est la personnalité politique préférée. Tu ne trouveras pas. Non, non. Cherche pas, tu ne trouveras pas. Non. Des lecteurs du journal de Mickey. Non, mais je suis sérieux. C'est sérieux? C'est un sondage Ipsos. Ah, il existe toujours sérieux. le journal de Mickey, alors? Bon, d'accord. C'est pourtant, et c'est injuste en même temps de pas en avoir fait, tu vois. Oui, bien sûr. Plus que ça là-dessus, parce que c'est quand même la première fois depuis 2007 que le petit ventilateur de la rue du Faubourg Saint-Honoré, comme on aime bien l'appeler dans cette émission, hein, peut se vanter d'arriver en tête d'une étude d'opinion. Confronté à un mécontentement record, il faut quand même dire les choses comme elles sont, hein, Nicolas Sarkozy conserve une assise populaire chez les enfants de 7 à 14 ans. Tout espoir n'est donc pas perdu pour lui. Hein. Voilà, là aussi, comme la semaine dernière, on avait un peu évoqué cette possibilité, hein, une petite modification de la Constitution, tu vois, qui, à quelques semaines du premier tour, donnerait le droit de vote aux citoyens à partir de 6 ans, tu vois, serait la bienvenue. Hein. Un bémol toutefois. Hein, ah bon, quand même. Ce sondage, ouais. Non, non, mais quand même, non, mais bien sûr. Si le néant ferrois arrive en tête des personnalités politiques, pour les lecteurs du journal de Mickey, ouais. Il est loin derrière Omar et Fred, tu vois, des animateurs, des humoristes de Canal+. Hein. Ouais. Le nightclubber David Guetta est beaucoup plus populaire auprès des lecteurs du journal de Mickey que Nicolas Sarkozy, ou même très loin derrière Raymond Domenech. D'accord. Tu vois, comme quoi, bon, faut relativiser un peu. Les lecteurs de Mickey, mais quel âge ils ont, les lecteurs de Mickey? 7-14 ans. Oh putain. Voilà. Un petit effort encore, Nicolas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Eh bien, merci mon Jean. On va s'oublier avec une petite musique concoctée I'm Suppose par notre camarade Sarah. Non? Peut-être, oui. Peut-être.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la plus rebelle des radios, sans Dieu, sans maître, sans publicité, la 94e, avec Jean qui va tout de suite vous brancher sur le paradis. C'est du pot quand même. Mais un peu plus loin quand même, le paradis, pas tout de suite. Hein. Par Mario Vargas Llosa. On est tout oui, mon Jean. Bah, absolument. Il est né en 1936. Hein. Alors dans ce roman magistral, je pèse mes mots, par sa construction et sa qualité littéraire, le grand écrivain péruvien, qui je le rappelle a été prix Nobel de littérature en 2010, nous raconte les destins entrecroisés de Flora Tristan, la militante ouvriériste et féministe, et de son petit-fils, le peintre Paul Gauguin, qui deviennent sous sa plume latino-américaine Florita l'Andalouse et Coquet le Maori, deux libertaires fondamentaux, je dirais, passionnés, hantés par une quête de l'absolu qui les vouera à la tragédie. Pour avoir désespérément voulu bâtir le paradis, la militante et l'artiste connaîtront l'enfer, et ce sont toutes les utopies des 19e et 20e siècles que nous voyons défiler avec leur vie. Alors c'est très très bien fait, en fait, un chapitre c'est Flora Tristan, le chapitre suivant c'est Paul Gauguin. Parce que je sais même pas s'ils se sont rencontrés, elle est morte assez jeune, donc elle a pas forcément connu son petit-fils, et il met comme ça, Vargas Llosa, il met en parallèle en fait les vies de la grand-mère et du petit-fils, leurs espoirs, leurs déconvenus, enfin bon, j'ai trouvé ça, c'est Massara qui m'a offert ça aussi pour mon anniversaire. Ah dis donc, t'es vraiment un paternel gâté. C'est un roman de... Ouais. Voilà. La première réunion, à 9h du matin, eut lieu dans un atelier. Conformément à ce qui était convenu, Flora était attendue par une trentaine des membres d'une des sociétés nées de l'éclatement des mutualistes d'Auxerre et qui portait le joli nom de « Devoir de liberté ». Il n'y avait presque que des cordonniers. Regard méfiant, gêné, moqueur pour certains, car c'était une femme qui leur rendait visite. Elle était habituée à ce genre d'accueil depuis que, quelques mois plus tôt, elle avait commencé d'exposer, à Paris et à Bordeaux, devant de petits groupes, ses idées sur l'Union ouvrière. Elle leur parla d'une voix qui ne tremblait pas, démontrant une plus grande assurance qu'elle n'en avait. La méfiance de son auditoire se dissipa au fur et à mesure qu'elle leur expliquait comment, en s'unissant, les ouvriers verraient satisfaites leurs revendications, droit au travail, éducation, santé, conditions décentes d'existence, tandis que, en ordre dispersé, ils seraient toujours maltraités par les riches et les puissants. Ils approuvèrent tous. Quant à l'appui de ces idées, elle cita le livre controversé de Pierre-Joseph Proudhon, « Qu'est-ce que la propriété ?», qui, depuis son apparition 4 ans plus tôt, avait tant fait parler d'eux à Paris en raison de son affirmation catégorique « La propriété, c'est le vol ». 2 hommes dans l'assistance, qui lui semblèrent fourriéristes, étaient venus l'attaquer avec des arguments que Flora avait déjà entendus de la bouche d'Agricole Perdiguier. Si les ouvriers devaient déduire quelques francs de leur salaire misérable pour payer leurs cotisations à l'Union ouvrière, comment rapporteraient-ils un crouton de pain à leurs enfants affamés ? Elle répondit à toutes leurs objections avec patience. Elle crut que sur ce point des cotisations au moins, ils se laissaient convaincre. Mais leur résistance fut plus tenace sur le problème du mariage. « Vous attaquez la famille et vous voulez qu'elle disparaisse. Ce n'est pas chrétien, madame. »« Salez, salez, répondit-elle, sur le point de se fâcher, mais elle se radoucit. Ce qui n'est pas chrétien, c'est qu'au nom de la sainteté de la famille, un homme s'achète une femme, la transforme en pondeuse d'enfants, en bête de somme, et par-dessus le marché, la route-coup chaque fois qu'il boit un coup de trop. » Comme elle les vit écarquiller les yeux, déconcertés de ce qu'ils entendaient, elle leur proposa d'abandonner le sujet et d'imaginer plutôt ensemble les bénéfices qu'apporterait l'Union ouvrière aux paysans, artisans et travailleurs comme eux. Ils pourraient par exemple fermer les yeux et contempler les palais ouvriers. Dans ces bâtiments modernes, aérés, propres, leurs enfants recevraient de l'instruction, leurs familles pourraient se soigner avec de bons médecins et de bonnes infirmières, si besoin était, ou en cas d'accident du travail.
Cela ne valait-il pas la peine pour y parvenir de sacrifier sur leur salaire une petite cotisation? Quelques-uns acquiescèrent. Voilà. Alors, Le Paradis un peu plus loin est publié chez Gallimard en folio, donc c'est pas très cher. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Je vous rappelle le téléphone de la librairie, 01 48 05 34 08, et le site internet après les W, librairie-publico.com. Et puis je voudrais signaler aussi que les éditions La Différence, dont nous recevrons les membres, les responsables éminents prochainement, ont édité en 1984 un très beau livre de Mario Vargas Llosa sur Botero, dans la collection L'autre musée, grande monographie. Voilà. Alors vous pouvez aussi essayer de trouver ce livre auprès de la librairie Publico. Je crois qu'il est épuisé, mais on doit pouvoir encore mettre la main dessus. Donc, si vous le trouvez pas auprès de la librairie Publico, vous pouvez peut-être essayer auprès des éditions La Différence. C'est 30 rue Ramponneau dans le 20e arrondissement. Téléphone 01 53 38 85 38. Et leur site internet à eux, après les W, c'est ladifférence.fr, tout simplement. Alors je vais en parler juste un petit peu parce que donc on va essayer de les recevoir courant avril ou courant mai, au plus tard. C'est une maison d'édition française qui a été créée en 1976 par Joachim Vital, avec le soutien de Marcel Paquet, le philosophe, de Patrick Waldberg, l'écrivain et historien d'art, et de Colette Lambriche, qui dirige encore aujourd'hui cet établissement. Voilà. Ils ont un catalogue, je vous conseille vraiment d'aller sur le site internet, un catalogue très impressionnant, ambitieux, qui compte plus de 1500 titres, et qui a plus de 800 auteurs. Voilà, l'art contemporain, je précise que l'art contemporain et la poésie y tiennent tous les deux une place de choix dans ce catalogue. Voilà. Alors Colette Lambriche, donc quand elle viendra, elle sera accompagnée, on l'espère, du philosophe inconnu, manifestement décidé à sortir du bois. Mais bon, attention, c'est lui-même le philosophe inconnu dont nous avons lu un texte en courant 2009, le diamant, un extrait du Diamant dans la main. C'est lui-même qui m'a enseigné le prix du mystère. Alors voilà, attention. Celui-ci, le mystère, gagne-t-il à être dévoilé? Seul le philosophe inconnu peut répondre à cette question. Mais bon, je comprends pas que ce sourire sardonique. Les philosophes sont par définition des hommes libres. Mais enfin, voilà. Imaginons par exemple que le soldat inconnu, le fameux soldat inconnu, tu vois, avec les progrès qu'on a fait dans la recherche ADN, tu vois. Bon, voyons mon genre. Imaginons que la flamme n'est pas tout brûlée, par exemple, tu vois, et qu'on arrive avec son ADN à nous dire que en fait ce soldat inconnu c'est Raymond Martin, tu vois, dans le civil, concierge rue de la Bidassoa, tu vois, dans le 20e arrondissement. Non, mais bien sûr. Le rêve en prendrait un coup quand même. Non seulement il en prendrait un coup, mais là où le soldat inconnu peut représenter tous ces soldats, tous ces jeunes hommes qui sont morts à la guerre, est-ce que Raymond Martin ça le ferait autant, tu vois? Je suis pas sûr, non. Voilà, il faut peser tout ça. Les éditions de La Différence. Je vous parlerai tout à l'heure, en même temps que les expos, d'une expo qui a lieu en ce moment et qui a lieu jusqu'au 20 mars 2011 à la galerie Baudouin-le-Bon. Voilà, mardi prochain, puisqu'on en est à nos invités, mardi prochain, nous recevons Nathalie Pradel, qui dirige la maison des Arts. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. La Maison des Arts à Bagneux, ça nous a paru intéressant de recevoir, comme acteur culturel, de recevoir. D'habitude, on reçoit des plasticiens, mais là, on aura un autre type d'acteur culturel avec Nathalie Pradel. Voilà. Bien, mon Jean. Merci beaucoup de toutes ces bonnes nouvelles. J'ai hâte de rencontrer le philosophe inconnu. Parce que, à mon avis, ça va pas être triste. Enfin bon, non. Nous verrons, nous vivons dangereusement à Racaille. Voilà, on vous le confirmera une fois de plus. Moi, j'ai plus hâte de rencontrer Colette Lambriche dans la mesure où le philosophe inconnu, je crois savoir qui c'est.
Bon, et ben voilà. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 94e, salut les copains, salut les copines, avec notre hussard noir qui est sur les starting, pour vous en foutre plein la tronche, vous avez de la chance quand même. Et moi donc, je le contemple en face, là, dans ses œuvres impériales. C'est ça. Bon, Bref, bon Jean, c'est à toi. Qu'est-ce que j'aimerais connaître ta marque de cirage, quoi. Un jour faut. C'est Savasol. Bon. Le cirage Savasol. Une histoire de vie, une histoire d'artiste, de femme libre et d'engagée. On a déjà fait le petit-fils, et pas qu'une fois, dans cette émission, bien sûr, Paul Gauguin. Donc on va parler un peu de la grand-mère, hein, Flora Tristan. Que je vous en dise un peu plus. C'est 1803-1844, hein, 41 ans, la vache, merde. Il n'est peut-être pas de destinée féminine qui, au firmament de l'esprit, laisse un sillage aussi long et aussi lumineux, disait André Breton, avec un petit peu trop d'emphase à mon goût, hein, pour le personnage de Flora Tristan. Mais bon, traitée de paria par le monde entier, Flora Tristan accepte ce nom et s'en fait un titre. Se sentant investie d'une mission quasi divine, elle se nomme elle-même par dérision la Messia des femmes, disait Éléonore Blanc, avec un peu plus de légèreté que André Breton. Hein. Finalement, les femmes, hein, ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Je suis d'accord. Enfin, à part nous. À part toi, mon Jean. Ouais, ah oui, non. Moi, né à Paris le 7 avril 1803 et décédé le 14 novembre 1844 à Bordeaux. Donc, comme je l'ai dit, hein, Flora Tristan, femme de lettres, militante ouvriériste et féministe française, hein, fut l'une des figures majeures du débat social dans les années 1840. Hein. Et elle participa aussi aux premiers pas de l'internationalisme. Bien qu'elle ait
bien qu'elle ait entretenu soigneusement la légende selon laquelle, on a tous des failles, selon laquelle elle était la fille de Simon Bolivar. Elle était en réalité la fille d'une petite bourgeoise parisienne émigrée en Espagne pendant la Révolution française, et d'un noble péruvien, Mariano de Tristan y Moscoso. Bah moi je suis bien la fille de Ravachol. Oui, mais spirituelle. Mais enfin, le doute subsistera toujours quand même. Ah, je suis d'accord avec toi. Comme pour toi, étant donné quand même certaines similitudes physiques et morales entre Bolivar et Flora Tristan. Et puis en raison du fait que l'acte de naissance de cette dernière n'a jamais été retrouvé, ce qui rend la date exacte de sa naissance incertaine, et donc forcément les recoupements historiques, disons, avec la propre bio de Bolivar, impossible. Voilà. Les insurmontables difficultés financières consécutives à la mort brutale de son père, je crois qu'il ne l'avait pas reconnu en fait, il n'a pas eu le temps. Vont précipiter à 17 ans le mariage de la jeune fille avec un graveur en taille douce chez qui elle est ouvrière coloriste. Ah, c'est joli. Je crois qu'il s'appelait Chazal. Mais je suis pas sûr, là j'ai pas noté ça. Et je crois qu'il s'appelait Chazal, ce coloriste. C'était quand même il avait plusieurs ouvrières, donc son atelier de gravure en faisait presque un petit bourgeois. Mais enfin, riche et surtout jaloux, son mari est aussi violent. Par la lecture de Rousseau, de Lamartine et surtout de Madame de Staël, Flora parvient néanmoins à s'évader d'une vie quotidienne où la femme est considérée comme une mineure incapable. On peut pas dire ça autrement. Elle réussira à fuir, bien qu'enceinte de son 3e enfant, sa fille Aline. Donc avant l'accouchement, elle s'enfuit. Sa fille Aline, qui deviendra d'ailleurs plus tard la mère de Paul Gauguin. D'où peut-être son nobadisme à lui, on ne sait jamais comment expliquer les choses, mais bon, malgré les menaces et les voies de fait, elle ne reprendra jamais la vie commune. Son mari lui perforera tout de même un poumon. Oh non. Si, d'un coup de pistolet, je crois que c'était le poumon gauche, mais j'ai pas noté ça. Salaud. C'était le poumon gauche. Enfin, il sera condamné à 20 ans de travaux forcés. Bon, ça c'est moins drôle. Je ne sais pas. Et malgré cette condamnation de son mari à 20 ans de travaux forcés, donc pour lui avoir perforé le poumon gauche avec un pistolet, les juges n'accordent pas le divorce à Flora. Non, c'est pas. Faute, et c'est consigné dans le jugement, faute d'éléments probants. Ah oui, il fallait qu'il lui perce les 2 poumons. Oui, mais je suis même pas sûr que ça ait suffi. Ouais. Voilà, en tout cas, ça aura quand même l'avantage, au moins, merci messieurs les juges, de la pousser sa vie durant à se battre pour le droit des femmes à divorcer. Voilà. Pour répandre ses idées, elle s'embarque 1 an avant sa mort dans un tour de France, calqué un petit peu sur le circuit traditionnel, tu vois, des apprentis compagnons. Son journal publié à titre posthume trace ses rencontres avec les femmes et les hommes du monde ouvrier à travers la France. Mais la fièvre typhoïde aura raison de cette femme d'acier, comme je l'ai dit, 41 ans. De son temps occulté, là encore. Ça, c'est le machisme de notre société, par ses camarades, occulté par ses camarades masculins, Marx et Proudhon. Alors, Marx, je crois qu'elle l'a jamais rencontré, mais Proudhon, oui. Proudhon, Marx était assez critique vis-à-vis de Flora Tristan, Proudhon beaucoup plus enthousiaste. En tout cas, elle apparaît aujourd'hui comme une figure majeure des luttes, au même titre qu'eux, des luttes ouvrières, et de la condition féminine dans le monde entier. L'affranchissement, et là je la cite, Flora Tristan, l'affranchissement des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. L'homme le plus opprimé peut encore opprimer un être qui est sa femme. Elle est le prolétaire du prolétaire même. Voilà ce que disait Flora Tristan dans les années 1840. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Surtout quand on sait qu'en fait, elle n'avait pas appris à écrire.
ni à lire. Donc elle écrivait comme ça, c'était bourré de fautes d'orthographe, de français. Et il y avait pas mal de travail derrière, mais voilà, elle était capable de dire des choses comme ça. Alors j'ai mis un portrait de Flora Tristan, enfin c'est une gravure, on n'a bien sûr pas de photo, sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com. Voilà, avec la grand-mère de Gauguin. Merci mon Jean. Non, c'est impressionnant des vies comme ça, c'est voilà, une femme qui prend vraiment les choses en main et puis c'est bouleversant. Bien. Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, la 94e, avec, à l'instruction publique, notre hussard noir préféré, qui vous instruit, qui vous permet de sortir de votre misérable condition à l'écart des grands mouvements culturels de ce siècle. Voilà, nous sommes donc sur Radio Libertaire, la radio la plus rebelle de toutes celles qu'il y a sur le marché. Sans Dieu, sans maître, sans pub, la voix de la fédération anarchiste qui gronde sur les antennes, bref, enfin bon. Voilà, mon Jean, et je te laisse la parole. On vient d'écouter Nina Simone. Oui. Je vous donnerai pas le titre parce qu'il fait 3... si, Jean. Non, 3 lignes et en anglais, il n'en est pas question. J'en ai marre de me rendre ridicule. Et puis, I wish a cue how is world feel to be fire. Free. Oh, pas to be fire, to be free. C'est pareil, allez.
Oui, bon. Là. Avant, c'était Ken Booth, Freedom Street. Oui, bah, tu vois, Jean. Et encore avant, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, Yodelis Free. Voilà. Yodelis Free. Bah, vous voyez, on n'est pas mauvais dans le fond dans les langues étrangères. Qui est un français, en fait. Oui. Contrairement on pourrait pas s'exprimer en français, ce gland. Eh non. Eh non, il fait de très jolies choses en anglais. Bon, voilà. Eh ben, écoute, si tu le dis. Hein. Voilà, là, je vais passer à une histoire de chef-d'œuvre. C'est du muralisme, hein, c'est fresque, rêve dans rêve d'un dimanche après-midi, pardon, dans le parc de l'Alameda, et c'est par Diego Rivera, donc un de ces grands peintres muralistes que le Mexique. Ce gros machin là. Hein bah là, vous me pardonnerez parce que en fait, ce papier, ce serait plus facile en fait que vous ayez évidemment sous les yeux le chef-d'œuvre en question. Alors ceux qui ont un accès Internet, je vous conseille tout de suite d'essayer de trouver une image d'une qualité suffisante. Hein, donc, Rêve d'un dimanche après-midi dans le parc de l'Alameda par Diego Rivera. J'ai pas réussi, moi, en tout cas, à la faire tenir dans le blog. Hein. Faut pas m'en vouloir parce que 8 mètres sur 9 mètres ou quelque chose comme ça. Non, c'est encore plus que ça. Hein. Ah ouais. Pour découvrir les 150 personnages, ou à peu près, hein, je crois que c'est à peu près 150 personnages qu'il y a sur cette fresque, dont Frida Kahlo qui est représentée plusieurs fois. Ouais. Mais je voudrais savoir, Jean, lui il travaillait à Fresca ou alors il peignait à l'huile sur le mur? Ah, les fresques... C'était vraiment la fresque. Ah, ne me demande pas comment c'est réalisé. Ah non, d'accord. Ah non, j'en ai aucune idée. Non, bah la fresque, tu sais bien comment c'est, la fresque traditionnelle. On travaille dans l'enduit frais. Ouais. Et là, voilà. Je vois pas pourquoi ils auraient... C'était des fresquistes, je vois pas pourquoi ils auraient fait différemment, mais honnêtement, j'en sais rien. Je n'ai pas creusé ce point technique. Non. Qui est vraiment une question de professionnel, excuse-moi. Ouais, pour pas dire une question de con. Ouais, non, mais j'ai bien vu dans ton regard des lueurs un peu, ouais. Assassine. Oui, tout à fait. J'aime pas qu'on me coince, tu sais. Non. Mais ça m'intrigue parce que c'est quand même une fresque gigantesque, si tu veux, tu vois. Et voilà, s'il l'avait fait d'une manière traditionnelle ou s'il avait simplement marouflé une toile sur un mur, quoi, tu vois. Ouais, non, j'en ai en fait aucune idée. Hein. En tout cas, pour découvrir donc les 150 personnages ou quelques 150 personnages hein, de cette fresque longue de 15 mètres. Hein, oh la vache. Et haute de 5, hein, un petit peu moins, je crois 4,80 mètres, un truc comme ça. Il vaut mieux la longer à pied, hein, tu vois. La découvrir autrement, parce que autrement, évidemment, 15 mètres, t'es obligé de t'éloigner tellement que tu n'as plus le détail c'est quand même une galerie de portraits. Hein, des personnes qui, en bien ou en mal, ont fait le Mexique. Hein. Il faut dire que Rivera parcourt ainsi 400 ans d'histoire mexicaine, hein, mélangeant personnages connus et anonymes d'ailleurs, hein, membres de sa famille, comme on l'a vu avec Frida Kahlo, hein, et figures mythologiques. C'est vraiment... c'est mon dernier truc sur l'art et la liberté, tu vois, parce qu'il y a quand même là-dedans... enfin, on va le voir un peu plus loin. Hein. Rien à voir, tu vois, par exemple... comme trop de gens le croient, hein, avec le réalisme socialiste chéro-stalinien. On est sur un tout autre registre, hein, chéro-stalinien ou au maoïste hein, d'ailleurs, hein, mais tout à voir avec les songes, les rêves d'un artiste. Hein. Si l'on accepte Frida Kahlo, donc les personnages sont en ordre chronologique de gauche à droite. Benito Juárez hein, tient à la main le texte de la Constitution. Tous les personnages très importants, les bons comme les mauvais d'ailleurs, sont au sommet d'une petite pyramide humaine. Hein. Je tiens à le signaler aussi, ils dépassent quand même un petit peu de la foule, donc de ces baladins du parc de l'Alameda. Hein. Donc Benito Juárez tient à la main le texte de la Constitution. Porfirio Diaz, c'est plus cruel, hein, somnole en uniforme. Pendant que celui qui l'évinça, hein, Francisco Madero, salue en levant son chapeau. Ils sont tous donc situés en haut de la fresque, comme je l'ai dit. Hein. Le bas est occupé par les sans-grades, hein, on va appeler ça comme ça, ceux qui ont supporté en fait les effets des politiques de ces présidents, hein. Les simples citoyens, les Indiens, représentés en masse, hein, c'était très important pour Rivera, les ouvriers agricoles et aussi les pauvres. Hein. Tout au long de la fresque, ils sont régulièrement représentés en conflit avec la classe dirigeante. Un homme a les mains ensanglantées.
Il s'agit de Hernán Cortés, le personnage le plus controversé, on va dire ça comme ça, de l'histoire du Mexique. C'est lui qui a conquis le pays pour la couronne espagnole, je le rappelle, en massacrant d'innombrables Indiens et en détruisant d'inestimables témoignages de leur culture. Les populations autochtones sont d'ailleurs toujours aujourd'hui défavorisées au Mexique. Ouais. Mais bon, ça, c'est des choses dont vous entendez régulièrement parler sur Radio Libertaire. Ouais, mais je crois que c'est dans toute l'Amérique du Sud. Toute l'Amérique du Sud, ouais, mais particulièrement au Mexique. Alors, à voir les mains de Cortés, on sait dans quel camp, évidemment, se situe Rivera. Ouais. Ça en dit plus long que n'importe quel discours. À ses côtés, donc aux côtés de Cortés, Juan de Zumárraga, qui déploya une énergie féroce, on peut le dire, à convertir les Indiens au christianisme, et en sera d'ailleurs récompensé par le titre de premier archevêque du Mexique. Ça valait le coup quand même de massacrer des milliers d'Indiens. Un peu plus loin, Rivera a représenté le vice-roi, celui qui a aménagé, je ne sais pas si c'était pas le dernier d'ailleurs, qui a aménagé le parc de l'Alameda, en réservant tout de même l'accès aux Espagnols. Le parc était interdit aux Indiens. Voilà, donc la fresque est une espèce de justice quelque part. Par la suite, le parc devait servir de lieu d'exécution à l'Inquisition. Le peintre a représenté les condamnés devant les flammes où ils seront brûlés. Mais celui qui tient une place de choix dans la fresque, si on accepte évidemment à nouveau Frida Kahlo, c'est Zapata. Il est celui qui se bat les armes à la main, contre l'exploitation des pauvres et les inégalités sociales. Le modèle, en quelque sorte, du révolutionnaire idéal. À ses côtés, une femme armée, là aussi c'est très important, qui rappelle, et ça nous fait un lien avec Frida Kahlo, mais aussi quelque part, avec Flora Tristan, une femme armée qui rappelle que les femmes ont joué un rôle essentiel au cours des combats. Toute l'histoire du Mexique est une succession de drames. Les Indiens ne connaissaient pas la notion qu'on peut qualifier de très européenne, d'individualité. Pour eux, la communauté est plus importante, c'est toujours dans leur culture, plus importante que la réussite personnelle. N'ayant jamais eu le goût de la concurrence, ils n'étaient pas enclins à se battre pour survivre. Il fallut que la misère devienne proprement insupportable pour qu'ils suivent un homme comme Emiliano Zapata. Rivera, souhaitant créer une identité mexicaine et s'adresser au peuple, refuse de travailler pour les palais et les musées et s'intéresse aux murs des bâtiments publics avec d'autres artistes, dont Orozco et Siqueiros, qui se feront tous donc connaître sous le nom de muralistes. Ils étaient tous résolument communistes et athées. Sur la fresque d'origine, là c'est moins connu, sur la fresque d'origine, un personnage tenait une feuille sur laquelle était écrit « Dieu n'existe pas ». Tu savais ça? Non, Jean. Je suis sûr que tu la regardes avec plus de sympathie. Non. Cette fresque, maintenant. Non? Oui. Non, mais je découvre plein de choses avec toi et tu me fais aimer des gens que je déteste, alors bon. Et je vais m'y coller. Ah, je suis fier. Alors, pour que ce chef-d'œuvre du muralisme, victime de dégradations qui lui vaudront tout de même d'être muré pendant 7 ans. Ah? Ouais. Puisse de nouveau être exposé au public, Rivera sera contraint d'effacer la formule, Dieu n'existe pas, et de la remplacer par l'obscure conférence à l'Académie de Leutran en 1836. C'est invraisemblable, ça. Ouais, c'est invraisemblable. Ouais. Mais ce que peu de Mexicains savent, c'est que à Leutran, justement, en 1836, y étaient soutenues des thèses anticléricales et athéistes. Voilà comment il a résolu ce problème, Diego Rivera. Alors, une partie, je vous ai dit, j'ai pas réussi à faire rentrer la fresque en entier, 150 personnages, 15 mètres de haut et 15 mètres de long et 5 mètres de haut dans le bloc de l'émission, donc j'en ai mis un détail, http://arracaille.blogspot.com. Voilà. Ouais, ça rappelle quelques siècles après l'espèce de choses qu'ils ont mis là, de linge qu'ils ont mis devant les sexes de la fresque qui a la coupole de Michel-Ange là. Ils ont pas attendu. Ils ont pas attendu quelques siècles. Ah non, ils ont pas attendu. Non, mais je dis quelques siècles après, c'est la répétition ouais. avec encore une censure sur un. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, écoute.
On va... les retours de bâton, hein. Ouais, c'est fou, ça. T'auras bien le temps d'en connaître encore quelques-uns. Ouais, je suppose. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la plus rebelle des radios, comme vous pouvez vous en apercevoir chaque mardi, précisément, entre 11h et midi et demi, avec Jean, qui est toujours, c'est vraiment là, en face de moi, avec son regard sévère, mais juste, qui va nous causer dans le poste. Il s'inquiète parce que j'ai pas mis sa petite lumière verte. J'en profite. Qui va nous parler, et puis après, ou je sais pas, je fais mes annonces ou tu... Vas-y pour tes annonces, que je trouve qu'on m'a beaucoup entendu quand même. Hein. Je dirais juste que c'était... Moi, ça me gêne pas, tu sais, les Pixies, Where is my mind? Oui, c'est bien, j'en remets là, vraiment, hein, tu fais avec cet accent à la Maurice Chevalier, auquel je tiens tant. Ouais. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier Sarah pour, au nom de cette émission, pour ses choix musicaux, et puis aussi pour ce que Jean m'a fait regarder ce matin. Un opuscule, je vous dis pas, vous avez pas de peau, franchement, de pas avoir vu ça. Sur notre émission, et sur son papa, mais aussi, il y a une grande partie qui est consacrée à l'émission, c'est
assez extraordinaire. Et puis je voudrais aussi envoyer un message de détresse à ma traductrice favorite, qui doit être désespérée puisqu'elle peut pas me joindre sur ma boîte mail, puisque ma Livebox est dans les choux. Alors, cher Annick, prenez patience. Dans quelques semaines, la Livebox sera de nouveau opérationnelle, parce qu'avec Orange, il faut quand même pas trop se prendre le chou. Et on pourra à nouveau correspondre d'une manière frénétique, comme c'est le cas actuellement. Bref. Et puis, pour être beaucoup plus sérieux, Radio Libertaire, la radio que vous écoutez en ce moment, grâce à notre technique assez performante, à défaut du technicien, qui est là, qui est encore, on en est au balbutiement de la manipulation des potards. Et cette radio, si vous voulez continuer à l'écouter dans les meilleures conditions possibles, a besoin de thunes, de vos thunes, pour pouvoir assurer la maintenance. Donc on fait appel à vous, ce n'est pas une espèce de manche sophistiquée, c'est un appel à votre contribution pour entretenir tout ce petit matos. Alors vous avez une carte d'auditeur qui coûte 20 € que vous pouvez trouver à la librairie Publico, dont Jean vous rappelle l'adresse chaque mardi, que je vais vous rappeler aussi tout de suite. 145 rue Amelot, la librairie Publico, à Paris dans le 11e, métro Oberkampf, Fille du Calvaire, et où deux sémillants permanents, Max et Laurent, vous remettront contre ces 21 une carte d'auditeur. Voilà, comme ça on se fait du gras pour les jours sombres. Et puis vous avez évidemment la librairie Publico, dont Jean aussi vous parle tous les mardis, à propos des livres dont il vous livre quelques extraits, et où vous pouvez trouver toute la littérature anarchiste, mais pas que la littérature générale aussi, et puis plein de gadgets, comme disait Jean la dernière fois, la panoplie du parfait anarchiste, et même du petit anarchiste. Oui, depuis peu. On fait aussi des panoplies pour les enfants d'anarchistes. On fait aussi des panoplies pour les enfants, voilà. Et puis il y a des bombes aussi, mais enfin évidemment c'est pas les vraies, hein, mais elles font boum quand même. Chocolat. Il y a un son, boum, la bombe fait boum. Bombe en chocolat. Quand votre bombe fait boum boum. Voilà, donc la librairie Publico, je vous ai rappelé l'adresse, je peux vous rappeler le siège, voilà, c'est le 0... non, j'arrêterai là parce que je vais mélanger les crayons. Jean vous en parle de toute façon assez régulièrement, et si vous êtes assez stupide pour pas vous rappeler de ces choses-là, c'est pas parce que je vais en rajouter aujourd'hui que ça ira mieux pour vous. Bon. Et la troisième œuvre de notre chère fédération, c'est le Monde Libertaire, un magazine qui paraît tous les jeudis en kiosque, dont une pile est en dépôt à la librairie Publico. Alors, je vous rappelle, mais ça je vous le rappellerai jusqu'à ma mort, qui n'est pas prochaine, désolé pour vous, que vous pouvez le chourer dans les kiosques d'élite de la capitale qui ont la chance de pouvoir distribuer ce magazine prestigieux, mais pas à la librairie Publico, vous n'avez pas le droit de faire de reprise individuelle au cœur de l'anarchie parisienne, parce que ça serait de la provoque pure et simple, et puis nos permanents chéris en seraient de leur poche. Voilà, alors donc dans le Monde Libertaire, que nous partageons avec Jean, je vous dis pas ce qu'il en fait, parce que bon, ça serait une contre-publicité, mais que nous partageons avec Jean, donc ce Monde Libertaire, il y a des articles de fond, des articles d'actualité, des brèves, des cartoons assez roboratifs, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et je pense que vous m'aurez moins idiot si vous y abonnez, surtout parce que ce qui fait vivre un magazine comme celui-là, un magazine militant, sont les abonnements. Parce que les tirages qui sont en kiosque, etc., il y a beaucoup de bouillons. On appelle les bouillons les invendus.
Voilà, j'ai fini mon petit blabla. J'ai tout dit. Sarah, Annick, Maïté, je l'avais déjà fait tout à l'heure. Et puis Kékou, oui. Et puis Kékou éventuellement. Salut, merci d'être venu. On s'en souviendra. Et je vais repasser tout de suite la parole à mon Jean parce qu'il commence à être un petit peu plus sévère que tout à l'heure. Bah, écoute, je vais faire quelques expos. Hein, oui. À ne pas manquer, comme j'aime bien le dire, Oui, mais oui. tout le monde s'en fout. Ah non, mais vous n'avez pas intérêt à les manquer, je vous préviens, parce qu'on va faire un contrôle, un de ces quatre, un contrôle sauvage, et là, attention. Hein. Je serais aussi obligé d'y aller, alors. Oui. La première, c'est le voyage imaginaire d'Hugo Pratt. Ça, c'est à la Pinacothèque de Paris. Je sais que c'est un lieu que tu aimes bien. 28 place de la Madeleine, je le rappelle, hein, dans le 8e arrondissement. Et ça, c'est jusqu'au 21 août. Vous avez le temps, hein. C'est 150 aquarelles, hein, peu connues du grand public, ainsi que des planches historiques, hein, notamment toutes celles du fameux de la mythique Balade de la mer Salée, hein, qui marque la première apparition à l'écran, si j'ose dire, de Corto Maltese. Hugo Pratt était loin de se douter que ce personnage, qui en fait est secondaire hein, dans cette histoire de la mer Salée, deviendrait l'un des plus importants hein, du 9e art. Voilà. Alors à noter quand même que cette expo remplace les masques de Jade Maya, hein, expo prévue et annulée, en raison de la dégradation des relations franco-mexicaines. Ah bon? Ouais. On se demande de la faute de qui ça est. Enfin bon. Non, mais ça, on peut le dénoncer, le petit ventilateur. Allez, encore une de ces conneries. Hein. Ouais. Bon. Et puis la seconde, c'est Chagall et la Bible. Ça, c'est au musée d'histoire, d'art et d'histoire hein, du judaïsme. C'est 71 rue du Temple, dans le 3e arrondissement de Paris. Et ça, c'est valable jusqu'au 5 juin. Alors, une suite hein, de 105 planches gravées à l'eau forte, hein, qui illustrant des épisodes bibliques. Les aléas de l'histoire ont en fait reporté de plus d'un quart de siècle hein, l'achèvement de ce projet, dû originellement à une commande d'Ambroise Vollard. Alors, l'exposition retrace hein, ce long processus de création de 1930 à 1956, hein, donc 26 ans, hein, depuis la série de gouaches réalisées par l'artiste, en passant par les différents états de gravure, où le motif se précise hein, jusqu'aux gravures définitives rehaussées à la main. Les œuvres présentées démontrent l'absolue liberté avec laquelle le peintre aborde la Bible, hein, faisant naître d'une part la figure déconcertante, hein, voire provocatrice hein, pour l'époque, d'un Jésus juif et imposant d'autre part une lecture juive de la Bible, hein, même dans les décorations d'église. Hein. Voilà. Bon, moi personnellement, Chagall me laisse à peu près indifférent, mais je sais qu'il y a des tas de gens qui l'aiment. Et pour ceux qui l'aiment, c'est vraiment une expo majeure. Voilà, donc j'ai voulu en parler quand même. Et puis donc j'y ai fait allusion tout à l'heure. Ça c'est valable jusqu'au 20 mars 2011, donc il vous reste peu de temps. Nous sommes le 15. Hein. Les éditions, en fait, La Différence, qui a donc été fondée en 1976. C'est associé à la galerie Baudouin-Lebon pour fêter communément leurs 30, donc ça fait 35 ans, oui, d'existence, hein, voilà, 70 ans cumulés, on va dire, de publication et d'exposition, voilà. Alors il y a premièrement un hommage à Joachim Vital, hein, le fondateur des éditions La Différence, qui est décédé, hein. Et puis une exposition, enfin cet hommage, c'est en fait la totalité des ouvrages publiés par La Différence sous sa direction, hein, et aussi une exposition d'œuvres importantes de Armand, Basquiat, César, Combas, Cruz-Diez, Dado, Dufour, Facianos, Journiac, Kim, Lindström, Parent, Pomar, Raza, Saint-Phal, Soto, Venet, Vera da Silva, Varol, j'en passais des meilleurs, hein, entre autres artistes qui ont pu collaborer aussi bien avec la galerie Baudouin-Lebon qu'avec les éditions La Différence. Ah oui, c'est un sacré catalogue. Hein. Ah oui, ça, oui, non mais ouais. Tu verras ça. Tu vas d'abord aller sur le site internet si tu veux bien. www.ladifférence.com. Ouais. www.ladifférence.fr. Ah, .fr, mais peut-être que le .com t'amènerait aussi sur le truc, mais enfin c'est .fr, et puis, regarde ça avant le passage de Colette Lambriche et du philosophe inconnu, dont nous saurons peut-être le nom à cette occasion. Tu vas voir, c'est
C'est pas n'importe quoi. Voilà. Alors là, une petite dernière, c'est En émiettant l'éternité. Ça, c'est une expo qui présente. Mais alors là, j'ai aucune idée de l'éditeur, donc j'imagine que c'est un livre qui a été fait à compte d'auteur. Ouais. Je suis pas sûr. Tu crois? C'est possible. Ouais. C'est donc le livre En émiettant l'éternité, un texte de Fernando Arrabal. Excusez-moi, c'est écrit petit. Avec des monotypes de Michel Pelloal, dont on parlera peut-être un jour dans cette émission, qui se trouve être le voisin du dessus de Robert, d'où ses insomnies d'ailleurs, j'ai pu comprendre. Monotype de Michel Pelloal et Vincent Verdeguer, voilà. La signature en présence des artistes, c'est le 17 mars de 18h à 21h, donc à la galerie La Une Brenner, 3 rue Ravignan dans le 18e, c'est métro Abbesse. Et l'exposition, elle, sera ouverte uniquement le vendredi 18 et le samedi 19 mars. Voilà, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Voilà, c'est fini pour les expos. Merci mon Jean. Bon, on va se mettre une petite zik et puis après on va déblatérer sur les histoires de... Ouais, comme on aime tellement le faire dans cette dernière partie de l'émission. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Tout de suite, nous allons passer au délire fiscal et compagnie du rapin basique avec Jean tout de suite pour quelque chose d'un peu compliqué que je vous laisse découvrir parce que moi, je suis complètement nul pour ces choses-là. Ouais, on vient d'écouter Crime. I Feel Free. Alors, Crime, c'est un groupe mythique du milieu des années 60. Jack Bruce, Eric Clapton, Ginger Baker. Je ne peux pas vous donner de nouvelles de Ginger Baker et de Jack Bruce, mais Eric Clapton, lui, est toujours en activité. Sa consommation effrénée de psychotropes en toutes sortes n'a pas réussi à avoir raison de lui. Oui. Je vais vous faire 2 ou 3 questions parmi les 144 questions-réponses sur l'activité des artistes plasticiens.
qui est édité par le CNAP, hein, le Centre National des Arts Plastiques. Voilà, c'est la pratique du métier, hein. Alors, je commence avec « Ai-je le droit d'utiliser dans mes œuvres des fragments d'œuvres créés par d'autres artistes, hein, des publicités, des timbres-poste, etc. » Voilà. Alors, la réponse du CNAP, c'est que même s'il s'agit de reproduction de fragments d'œuvres, hein, vous n'avez pas le droit d'utiliser sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit des œuvres qui ne sont pas dans le domaine public, hein. C'est vraiment très précis. Voilà. Je rappelle d'ailleurs l'article du CPI, hein. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Voilà. Et puis, assez intéressant aussi, j'ai fait réaliser des photos de mes tableaux et de mes sculptures et je les ai utilisées pour un livre qui m'est consacré. Le photographe exige des droits d'auteur et me menace, ainsi que l'éditeur du livre, d'un procès en contrefaçon. En a-t-il le droit ? Oui. Alors, la réponse du CNAP, bien vu, le photographe est considéré comme auteur dans la mesure où les choix qu'il effectue, hein, angle de prise de vue, éclairage, résultent d'une intention artistique propre. La reproduction de ces photographies ne peut être faite sans son accord. Elle lui donne droit à des redevances de droits d'auteur. Voilà. La reproduction d'une œuvre sans l'autorisation de l'auteur est une contrefaçon, là comme ailleurs. Et puis je finis par combien ai-je le droit de réaliser de tirages de mes sculptures, hein. Sur le plan du droit d'auteur, il n'y a aucune limitation. Moi, c'est pas ce que j'avais cru comprendre, mais bon. Ouais. L'usage est de considérer comme originaux 8 exemplaires numérotés et signés à 4 épreuves hors commerce, réservées à l'artiste, hein. Lorsque l'édition dépasse ce nombre, on utilise généralement l'appellation de multiple. Cette distinction a des conséquences importantes sur le régime fiscal et social. Il est donc en général préférable, pour une exploitation commerciale de multiples, de passer un contrat avec un éditeur et d'être rémunéré sous la forme de droits d'auteur. Voilà. Merci beaucoup. Je te laisse, mon cher Robert, avec... Oui, avec des choses beaucoup moins sérieuses, parce que vous avez remarqué le ton de Véronique Jean, vous avez remarqué le mien. Avec laquelle tu entretiens une relation que je trouve assez coupable. Mais oui, oui, je suis toujours dans la culpabilité, de toute façon, et dans la transgression. Alors là, ça porte sur l'organisation d'événements informels ou virtuels. Pour améliorer votre promo et augmenter votre diffusion, vous avez la ressource d'organiser des événements informels ou virtuels. Hors les galeries d'art, une grande diversité d'opérations de communication est possible. Cela suppose de rechercher des partenaires. Là, non, c'est pas des partenaires sexuels, hein. C'est des partenaires qui vont organiser, non pas des parties fines, mais des événements informels d'exposition. On voit qui ça ressemble un peu. Car pour trouver des amateurs de votre art, il vous faut trouver des prescripteurs et non des corrupteurs. Comme il n'est pas de meilleur client qu'un ancien client, elle est bonne celle-là. Ah, celle-là, elle est bonne. Oui, elle est bonne celle-là. Il n'est pas de meilleur prospect que la personne auprès de laquelle vous avez été recommandé. Bah voyons, ouais. C'est pas une recommandation qui fait le professionnalisme d'un prospect. Elle est presque acquise. Elle ne demande qu'à être conquise. Vous voyez, quand je parlais de partie fine, j'étais pas loin. Ces prescripteurs peuvent être des restaurateurs, des hôtels, des salons de thé, des cafés ou tout autre lieu qui reçoit du public. Mazette. Non mais je vous vois dans ce genre d'endroit louche. Pas forcément un public averti. Bah oui, le public qui fait le tea time dans un espèce de chose salon de thé, c'est pas forcément un public averti pour les œuvres d'art. Mais un public réceptif, par le simple fait qu'il se retrouve dans un lieu propice à la détente. Il se retrouve souvent dans ce lieu pour papoter, mais pas pour regarder vos œuvres. Ne vous faites pas trop d'alus. Vous devez seulement veiller à ce que l'image du lieu ne déprécie votre propre image. Que le nombre de personnes passant chaque jour soit suffisant, sans être excessif.
et que la disponibilité de ces personnes soit réelle. Comment savoir si la disponibilité des personnes qui passent ou qui sont dans ce lieu est réelle ou non? Là, je cherche, je ne pense que je ne trouverai jamais. Ne proposez pas vos scènes de chasse Ça, c'est à un remarquable. club végétarien. On a une végétarienne qui est une Véronique technicienne Chambaud, du là, je studio, là, pense si que elle c'est entendait le ça. sommet de ton bouquin, là. Oui. N'exposez pas vos marines dans un restaurant d'altitude. Là, je suis déjà moins... Non, mais convaincu. enfin, écoute, que ça peut foutre. Je pense qu'on peut rêver de la mer en montagne. Ben, bien sûr. Bon. Si le maître ou la maîtresse, vous voyez la maîtresse? Bon. Si le maître ou la maîtresse des lieux apprécie votre création, si vous savez l'associer à la vente de vos œuvres, vous ne manquerez pas d'augmenter votre diffusion et votre promotion. D'autant que ces endroits sont idéaux pour organiser des réunions ou une présentation de votre création sous la forme d'une petite conférence, d'un thé-débat ou d'un café-discussion. Votre hôte décore ses murs, ça fait une bonne réputation d'amateur d'art et perçoit à l'occasion un pourcentage sur les ventes réalisées par son intermédiaire. Oui, ça c'est incontournable. Ouais, il suffit d'aller dans tous les restaurants de la capitale, tu vois, et Oui. tu sens qu'en cuisine, il y a rien qu'à regarder les murs, il y a des amateurs d'art, quoi. Oui. Il y a aucun doute là-dessus. Oui. Et vous vous faites connaître et vous vendez votre création, Mazette. Vous vendez. Tout le monde y trouve en principe son intérêt. Bon, on peut toujours... Ça, c'est un truc pour des rêveurs, hein, des rêveurs hein, qui ont un gros pétard pour pouvoir se sentir vivants. Après avoir trouvé des lieux d'exposition informels, vous pouvez aussi organiser des événements informels pour montrer vos œuvres informelles. Non, je leur rajoute ça. Un apéritif dînatoire dans votre atelier que vous ouvrez pour l'occasion. Un week-end culturel dans votre maison de campagne ou celle d'un ami. Une house party dans un lieu prestigieux avec buffet, bon vin et méfins. Une conférence dans une association. Bref. L'important réside bien sûr dans la sélection des participants et de leur intérêt pour l'art, ou l'intérêt de leur pouvoir d'achat aussi, faut pas l'oublier, pour que l'opération soit réussie. Voilà mes chéris, avec un bagage comme ça, je pense que vous êtes sur le chemin de la réussite. Mais tu veux pas finir parce qu'en fait, sur le plan de la promotion, réussissez la promotion de votre art, t'as pratiquement fini. La semaine prochaine, on attaquera. D'accord, bon, j'ai encore 2 minutes. T'as encore 1 minute. Oui, alors, afin de vous présenter, enfin, pardon. Là, je commence à bafouiller, parce que je veux dire, en lire 50 lignes, c'est dur. Hein. Enfin, pour présenter vos œuvres, si vous souhaitez dépasser la réalité, vous pouvez vous lancer dans la virtualité. Vous avez ainsi la ressource d'exposer dans une galerie hébergée sur l'Internet. Je ne sais pas si vous voyez le trip. Pour un coût souvent réduit, une galerie virtuelle vous permet d'atteindre potentiellement des millions d'amateurs d'art. Je suppose qu'il n'y a pas des millions d'amateurs d'art, mais enfin bon, on est toujours dans le rêve. Hein. Des millions d'amateurs d'art, de collectionneurs et de professionnels de l'art, art dealers, galeristes, conservateurs de musées, etc., etc. De tous les coins de la planète. Non, mais écoutez bien. Là, il faut vous cramponner les mecs, hein. Et les meufs. De tous les coins de la planète. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Il se passe ces choses où on peut présenter ses œuvres. Pour peu que le site ait un positionnement artistique tranché, une visibilité soignée, qu'il soit bien organisé, bien référencé, qu'il fasse suffisamment de publicité, vous avez tout à y gagner. Vous le voyez, camarades artistes, les moyens de réaliser la promotion de votre art sont nombreux. Vous devez les adapter à votre cas particulier, selon que votre création se destine à une diffusion confidentielle ou virtuelle, sélective ou massive. Il ne vous reste plus qu'à vendre. Voilà. Oh, quelle belle conclusion, parce que c'est quand même le problème depuis. Bon. Je crois que c'est vraiment le problème number one de... Moi, j'aurais une autre proposition pour trouver des amateurs d'art aussi, c'est de faire des tas de mômes, tu vois. Puis dès qu'ils ont 12 ou 13 ans, tu les mets au boulot et tu les forces à t'acheter ton travail. Voilà. Hein? Bien sûr. Je suis sûr que tu as été tenté de...
Non, non, arrêtez. Non, mais moi, mes gremlins, ils en ont rien à foutre de ce que je fais. Alors là, je vais te dire, il faut avoir le moral. Hein. Ils passent dans mon atelier, ils suivent rien. Bref, bon, bah, écoutez, les copains, les copines, on vous salue. Hein. Ouais. À mardi prochain. On va se finir avec Coldplay. Ouais. Viva la vida. Voilà. Olé. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien, comme disait Lucien.